Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition des Experts au féminin. Ravi de vous retrouver avec, comme d'habitude, un plateau de choix. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Maëlle Félix-Henry, vous êtes toujours directrice générale d'IRESA et avec vous, on discute d'entrepreneuriat mais aussi de communication. De communication, d'entrepreneuriat, de vie associative, de manière à parler de l'ensemble des acteurs guadeloupéens qui permettent de développer le territoire. Très bien. À vos côtés, Joëlle Badralou, blogueuse sur ldui.com et avec vous, on voyage énormément. Exactement. On parle de tourisme et gastronomie, donc effectivement, blogueuse, journaliste indépendante et puis consultante chez My Trendy Agency également. Très bien. Cindy Bajazé, vous êtes la fondatrice de Cindy Bajazé Consulting. En quoi consistent vos activités exactement ? Alors, j'ai plusieurs casquettes. J'ai travaillé 13 ans en cabinet d'avocat où j'étais collaboratrice. J'ai ouvert mon cabinet en 2018. Donc, je suis entre autres formatrice et au sein de cette émission, je montre des personnes, des pépites, des étoiles qui entreprennent dans leur domaine d'activité respectif. Très bien. Et vous mettez toujours l'accent sur les expertises et la formation. Très important. Et bien justement, ce soir, nous recevons une invitée qui excelle dans son domaine. Cyria Cuirassier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Vous êtes lobbyiste à Bruxelles. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet sur ce métier dans les couloirs du pouvoir et de l'excellence, parlez-nous de votre parcours académique. J'ai fait un parcours assez classique, je pense, c'est-à-dire on quitte la Guadeloupe à un moment donné pour poursuivre ses études. Donc moi j'ai atterri à Montpellier, d'abord dans une fac de lettres, l'université Paul Valéry, et j'ai commencé par des études d'espagnol, littérature et civilisation, parce que j'étais passionnée par cette culture, par cette langue et aussi par l'Amérique latine en général. Et finalement j'ai été diplômée par un master en ressources humaines, gestion des projets et des compétences à l'université de Marseille. Entre les deux, j'ai fait un petit peu ce que je voulais, un peu de sociologie, de communication et autres. Donc je me suis un peu cherchée à la fac et finalement j'ai fait des choix qui me semblaient en accord avec moi-même. C'est le plus important. Plusieurs cordes à votre arc. Oui, et après ça, quand j'ai commencé à travailler, j'ai poursuivi donc en cours du soir par une école de commerce à Bruxelles, qui est la Solvay Business School, où là aussi en fait c'était une nouvelle aventure en fait qui commençait pour moi. Donc à chaque fois je fais des choix en fonction de mes intérêts en fait, pas en fonction du marché ou des offres d'emploi. C'est très important. Ouais. Très bien. Alors justement, aujourd'hui vous êtes lobbyiste. Comment on passe de ces formations dont vous nous avez parlé à ce métier de lobbyiste et en quoi consiste ce métier exactement d'ailleurs ? Alors c'est une bonne question. Alors comment on passe ? Parce que souvent on voit qu'on a l'impression qu'il y a des profils qui sont inspirants et on a l'impression que c'est facile. En réalité, c'est d'abord un peu d'audace parce que j'ai décroché un stage à Bruxelles dans un think tank européen. Donc c'est une espèce d'observatoire qui analyse des politiques publiques. Donc j'ai commencé par ça, un stage qui était gratuit, pas du tout rémunéré, mais où j'ai beaucoup appris avec un maître de stage extrêmement exigeant qui a travaillé à l'époque pour la Belgique quand elle présidait le Conseil de l'Union européenne. Donc j'ai vraiment eu de la chance d'être encadrée par quelqu'un qui ne laissait rien passer en termes de rédaction et d'analyse. Et après cela, j'ai commencé à travailler dans une structure italienne qui avait, c'est une société coopérative qui regroupait d'autres sociétés de travail ou des coopératives en Europe. Et j'ai fait de la gestion de projet. Donc j'ai commencé par un stage d'abord qui était censé durer 1 mois et demi. Et finalement, je suis restée en tant qu'employée CDI 5 ou 6 ans dans cette boîte. Et là, c'est vrai qu'en faisant de la gestion de projet, j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai beaucoup appris sur la culture aussi, les méthodes de travail. C'était vraiment un moment très riche parce que je travaillais avec des fédérations de niveau européen, donc européen ou national, donc des syndicats, des représentants d'employeurs, des universités, Vodafone, l'équivalent on va dire de Bouygues, etc. Donc j'ai beaucoup appris et donc je me souviens très bien de mes débuts puisqu'à 25 ans je me retrouve à gérer mon premier projet européen qui portait sur la lutte contre les discriminations
discrimination à l'embauche des personnes âgées de plus de 45 ans. J'avais 25 ans. 25 ans. Et j'avais autour de moi des experts, on va dire, des syndicalistes chevronnés, et je devais gérer ce projet. Donc voilà, quand c'est comme ça, on y va. Et donc là, il faut être super formé, il faut être à jour des connaissances. En fait, c'est deux choses à la gestion de projet. C'est d'abord une coordination des partenaires, c'est un management transversal, puisqu'on n'a pas de lien de subordination avec eux. Donc il faut savoir faire travailler les gens sans... c'est pas une position d'autorité. Voilà, alors justement, comment à 25 ans, où on doit travailler sur une problématique si particulière, avec des experts, avec une expérience et qui est ce qu'elle est bien affirmée, et qui sont plus âgés que vous, on va le dire, comment est-ce qu'on arrive à cet âge-là, jeune, femme, en plus noire, on va le dire, à faire travailler tous ces gens? J'avais rien à perdre en fait. Cette histoire d'Europe, c'est parti d'un prospectus que j'ai eu dans ma boîte aux lettres à Montpellier. J'ai pas fait d'études de droit au départ. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. En fait, je voulais toujours travailler dans un environnement multiculturel en anglais et en espagnol, en plus du français. Et donc, ce premier stage, je l'ai décroché. Et quand je me retrouve avec des partenaires et je vais travailler en anglais, donc c'est pas en français, qui viennent un peu partout de l'Europe, et j'ai pas le choix. Je travaille tard le soir chez moi pour comprendre quelle est la problématique de ces personnes de 45 ans et plus. J'étudie le projet qui a été déposé à la commission, j'étudie le budget, je pose des questions, j'apprends grâce à des collègues qui partagent le même tâches que moi, qui sont dans une ONG, comment structurer mes tâches au quotidien, faire une liste barrée, etc. Donc c'est parce que je discute avec les gens en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation dans l'école de commerce, parce que c'était une petite structure et donc je regardais ce que faisait le comptable. On avait un comptable anglais qui était très sympa, avec un accent anglais quand il parlait français, donc je le taquinais tout le temps et je regardais ce qu'il faisait. Donc j'ai commencé à regarder le logiciel Bob pour l'encodage. Je me dis tiens, mais ça m'intéresse et tout, et voilà. Donc à chaque fois en fait, c'est avec l'expérience que j'ai avec les autres que je me dis, je prends un choix, quoi. Je fais un choix de suivre telle ou telle direction. Et chemin faisant, donc après 5 ans d'expérience quand même à Bruxelles, je tombe sur cette offre de la région Guadeloupe, un peu par hasard, et je postule avec déjà quelques années d'expérience à Bruxelles, et je suis sélectionnée, et je suis bien sûr ravie de représenter, défendre ma région. Ouais, là j'étais un petit peu plus âgée, et pour moi c'était vraiment un honneur en fait de défendre la Guadeloupe à ce tel niveau, de pouvoir comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc voilà, je me lance pareil dans le lobbying, j'apprends c'est quoi un comité de suivi avec un représentant de chaque région, à négocier, à ne pas être d'accord, à trouver le bon ton. C'est une gestion d'émotions justement, aussi. pour celles et ceux qui ne connaissent pas véritablement ce métier de lobbyiste et qui voient des choses à la télé, Miss Sloan, scandale, etc., la mauvaise réputation des lobbyistes, tous les fantasmes qu'il y a autour de ce métier, est-ce qu'on est exactement comme ce qu'on voit à la télé dans les séries, ou c'est un peu moins glamour? En quoi ça consiste exactement? En fait, je pense qu'il faut distinguer le lobbying qui est mené par le secteur privé et le lobbying qui est mené par les collectivités. Donc moi, je suis agent d'une collectivité, donc je défends l'intérêt général. C'est vrai qu'il y a un très beau reportage qui est sorti sur Arte il y a quelques années qui parle des coulisses de Bruxelles, où on voit certaines pratiques d'un lobbying assez agressif mené par certaines boîtes privées, on va dire. Disons qu'elles ont peut-être aussi les moyens de lobbying aussi efficace ou agressif, j'en sais rien. On a cette image des lobbyistes avec des valises d'argent. Oui, on a cette image, mais après, j'ai envie de dire, le lobbying, ça existe depuis toujours. Je veux dire, c'est un métier d'abord d'influence, de sensibilisation. Il faut se dire que, alors c'est peut-être un gros mot en France, mais ça ne l'est pas du tout à Bruxelles, à Londres ou à Washington DC. Il y a toutes les organisations sont représentées à Bruxelles, les entreprises, Google, etc. Tout le monde est présent, SNCF, etc. Parce qu'il faut se dire qu'un élu, qui soit maire ou député européen,
européen, il a affaire à énormément d'informations. Il a quelques assistants, bien sûr, pour l'accompagner, mais c'est important d'avoir des remontées du terrain, des données, des problématiques, des enjeux. Donc c'est important d'être présent à Bruxelles pour défendre ses intérêts. Et donc pour moi, c'est un métier, je ne dirais pas qu'on est dans une petite bulle, mais ça n'a rien d'exceptionnel d'être lobbyiste à Bruxelles. Je veux dire, la plupart des gens travaillent soit dans les institutions européennes, au Parlement, à la Commission, ou soit sont lobbyistes. Alors on peut être un lobbyiste spécialisé, par exemple, dans tout ce qui concerne les affaires maritimes ou l'énergie, ou on peut être un lobbyiste comme moi, c'est-à-dire on travaille pour une collectivité et là on traite de toutes les politiques européennes. Donc là, vous défendez tous les intérêts de la collectivité. Oui, on défend l'intérêt général. Par exemple, on va travailler sur la politique de la pêche, la politique commune de la pêche, l'agriculture, donc toutes les politiques traditionnelles. Les enveloppes budgétaires aussi. Alors on va faire un suivi de ces questions-là, mais ensuite on va dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a aussi Paris, ceux qui sont basés à Paris, pour assurer un suivi avec la France concernant la répartition des enveloppes budgétaires. Moi, dans mon rôle, je suis vraiment très en amont de cette chaîne de compétences qui se termine par les fonds structurels FEDER, FSE qu'on connaît bien, qui sont gérés par la région, qui est autorité de gestion. Et moi, je suis bien en amont, c'est-à-dire quand la Commission prépare ou propose ces législations. Donc dès là, on veut s'assurer que dans ces propositions, il y ait des dispositions déjà pour les RUP qui nous soient favorables. Donc sur la pêche, par exemple, on a beaucoup lutté pour le renouvellement de la flotte. On a une pêche artisanale, donc c'est pas nous qui allons concurrencer des pays tiers. Donc sur la pêche, on fait attention aussi à ce que la Commission tienne compte de nos besoins pour que les accords internationaux qu'elle passe de manière directe avec les pays tiers ne puissent pas nous impacter, parce que on défend à Bruxelles l'article 349 qui est dans le traité de l'Union européenne et qui permet en fait d'avoir des dérogations pour nos territoires qu'on tienne compte de nos spécificités. Évidemment, la politique de la pêche appliquée telle quelle, qui refuse le financement de la flotte, du renouvellement de la flotte, pour nous c'était pas une avancée, donc on avait besoin de travailler dessus, et ça c'est un combat qui a duré 10 ans. Faire entendre les spécificités du territoire. Faire entendre les spécificités, la pêche, le changement climatique, la jeunesse et autres, bien sûr. En fait, c'est un travail de longue haleine, en lien bien sûr avec le Parlement européen. On a besoin d'eux quand on porte des amendements sur les textes, on leur fait passer nos amendements et ça fait partie des échanges classiques qu'on a en tant que lobbyiste. Très bien. Et donc après la région Guadeloupe, lobbyiste pour le tout nouveau département de Mayotte. Oui, alors j'ai passé, donc ça fait 10 ans que je suis au comité de suivi des RUP, puisqu'en fait les RUP, les régions ultrapériphériques, sont organisées, on va dire, par une conférence des RUP, donc, qui représente l'ensemble des présidents, et puis un comité technique qui assure la mise en œuvre des orientations politiques qu'on a préparé. On est les petites mains, on va dire, derrière les présidents au niveau européen. Et donc après 7 ans à défendre ma région, c'est vrai que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Donc j'ai travaillé pour quand même 5 présidents en Guadeloupe, de Borel jusqu'à Chalus. Entre-temps, il y avait Lurel, etc. J'accompagnais Madame Ponchard quand elle venait à Bruxelles, parce qu'elle avait le portefeuille. Et puis, en fait, Mayotte est un territoire qui est méconnu, qui est un peu différent, on va dire, en France, culturellement aussi, historiquement, et qui a besoin vraiment de compétences extérieures pour pouvoir se faire entendre. Et donc, je trouvais que c'était un challenge vraiment très bien pour moi, pour un peu redynamiser ma carrière. Et donc, maintenant, ça va faire bientôt 3 ans que j'accompagne Mayotte. Et j'ai été débauchée par Mayotte par l'ancien président, le président Ramadani. L'actuel président m'a demandé aussi de poursuivre mes travaux. Et j'ai été débauchée d'abord parce que Mayotte devait assurer sa première conférence des présidents des RUP. Donc, elle devait mener tous les travaux techniques et politiques. Donc, entrer justement dans ces RUP et en même temps assurer cette présidence. Alors, Mayotte est rentrée en 2014 et on a une présidence tournante annuelle. Donc, chaque année, il y a une RUP qui mène les travaux et qui est l'interlocuteur direct de la Commission européenne. Et donc, nous, on a eu la présidence en 2020. Je crois qu'on s'en souviendra tous parce que dans notre programme, on n'avait pas prévu la Covid. Et donc, on s'est retrouvés en télétravail avec de longues réunions et à se dire, mais comment on va faire un positionnement politique pour expliquer l'impact négatif de la Covid sur nos entreprises. On était vraiment au début, où tout était fermé, confiné. Donc, on a quand même pu commencer à un début d'analyse qu'on a apporté au plus haut niveau possible. Donc, on s'adressait à Charles Michel, qui est à la tête du Conseil européen. Et là, en fait, on a obtenu des avancées. Donc, le bonus RUP, donc on parle beaucoup de REACT-EU, qui est le programme qui permet de la relance économique post-Covid. Et donc, on a obtenu un bonus pour les RUP. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe française
répartis entre les régions françaises, on est concerné, et puis on a un bonus parce que nous sommes des régions ultrapériphériques, éloignées. Les insularités, double insularité dans le cas de la Guadeloupe, quand on prend en compte les dépendances. Aussi pour les Açores, il y a d'autres RUP qui sont dans le même cas. L'éloignement, le changement climatique qui nous impacte beaucoup, on l'a vu dans le cas de Irma, détruit à 90%. Donc voilà, donc sur tous les règlements, on s'assure d'avoir une prise en compte de nos réalités et qu'il y ait des spécificités, des dispositifs adaptés pour nos territoires. Ce qu'on peut regretter peut-être dans les régions ultrapériphériques françaises, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées en termes législatifs, mais aussi beaucoup d'avancées, on va dire, en termes d'opportunités de financement. Donc moi, c'est un combat que on a l'impression justement que tous ces financements restent pour monsieur et madame tout le monde, même pour certaines collectivités, quelque chose d'ésotérique, un peu occulte. C'est un peu ce que j'allais dire, c'est que si on regarde comment la question européenne est traitée dans les RUP ibériques, c'est-à-dire Açores, Madère, Canaries, où ils sont vraiment très au fait de ce qui se passe, quand leur président se déplace à Bruxelles, c'est vraiment médiatisé. Dans les RUP françaises, ça l'est un peu moins. Et je pense qu'on a un peu tort, parce que pour l'instant, on doit s'asseoir autour de la table avec la Commission européenne, quel que soit... Parce qu'on a l'impression qu'avec l'Europe et nous, c'est un peu un amour vache, qu'on ne se comprend pas toujours. Pourtant, l'Europe a quand même pas mal financé d'infrastructures de base dans les régions ultrapériphériques, et on a encore besoin de ces financements. Je pense singulièrement à Mayotte, mais la Guadeloupe aussi. Je pense qu'il y a une méconnaissance des fonds qui sont disponibles à Bruxelles, donc c'est toujours le message que j'essaie de faire passer, de dire organisez-vous déjà sur le terrain pour essayer d'aller toucher ces fonds-là et marger dessus. On connaît un peu mieux le FEDER, le FSE, qui permet quand on crée une entreprise, même si c'est pas une logique qu'on est censé avoir en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, on va chercher des investisseurs et on se fait les poches à soi-même et à sa famille. Mais c'est vrai qu'il y a des aides pour accompagner. Pour moi, c'est un complément, c'est pas la première source. Très bien. Alors justement, sur ce métier de lobbyiste à grand jeu, pouvoir faire entendre des intérêts, défendre les intérêts du territoire, en tout cas lobbyiste pour une collectivité, on voit bien qu'il y a cette exigence d'excellence dans ces lieux de pouvoir. Quelles seraient pour vous les qualités pour être un bon lobbyiste et réussir dans ce métier ? Je pense que d'abord, c'est un métier qui a plusieurs facettes. C'est un métier, on va dire, de représentation d'abord. Donc, on est vraiment la voix, le représentant quelque part de l'institution. Donc, c'est une certaine aisance oratoire, c'est aimer le relationnel, la communication, savoir faire un réseau. C'est une question de réseau, c'est très important. Donc, aller au-delà de ses collègues, de ses homologues. Il faut avoir des contacts un peu partout, parce que ça permet parfois de récupérer des documents qui ne sont pas encore publiés par la commission, donc ça nous permet d'avoir l'info en amont et de se préparer au mieux. Donc ça, c'est une question de réseau et d'influence. Des compétences, c'est aussi savoir réagir assez vite, parce que Bruxelles n'attend pas. Il y a beaucoup de propositions, beaucoup de textes à analyser, et parfois il faut pouvoir faire des propositions assez rapidement aux différents présidents. Donc il y a ça, et puis aussi des capacités de négociation, parce que quand on se retrouve à 9 autour de la table et qu'on n'est pas d'accord, on travaille sur base du consensus. Donc on doit être tous d'accord avec le texte à la virgule près pour qu'il soit validé et transmis au président pour une validation finale. Donc nous, on fait en sorte que les présidents se réunissent et que ça se passe bien. Très bien. C'est-à-dire tout est réglé au niveau technique. Très bien. Je vois Cindy Bajazé, vous regardez avec un intérêt certain. Elle qui nous parle souvent d'expertise et de formation. Là, on sent vraiment une expertise de très très haut niveau, des profils assez rares en Guadeloupe. On est vraiment sur de l'excellence, mesdames. Cyrielle Cuirassi, vous nous disiez aussi qu'un métier comme ça, c'est beaucoup de réseaux. D'ailleurs, vous faites partie, vous avez cofondé aussi deux réseaux, l'ERECA et Next Black Leader. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors juste avant de parler de ça, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, j'ai été aussi au conseil d'administration, donc je suis administrateur du cercle des délégués français à Bruxelles, donc c'est un cercle qui réunit l'ensemble des lobbyistes français à Bruxelles, donc de L'Oréal au cabinet de consultants et autres. Et donc ça aussi, c'est une expérience que j'ai trouvée intéressante et pertinente. Donc ça permet d'étendre son réseau, de discuter avec les uns les autres. J'organise
j'organisais aussi des déjeuners ou des dîners créoles chez moi parce que je voulais faire en sorte que tous les Antillais que je rencontrais à Bruxelles puissent rencontrer les Antillais anglophones. Donc il y a beaucoup d'anglophones dans les ambassades à Bruxelles. Donc il y avait un petit réseau comme ça. Et enfin, il y a quelques années, donc c'était avant que je travaille pour la région Guadeloupe, en 2012 je crois, on a créé avec 2 autres Antillais à Bruxelles l'Eureka Bruxelles, le réseau des entreprenants caribéens, donc à la fois fondateurs d'associations, créateurs d'entreprises, on va dire classiques, privées. Et donc l'objectif était de valoriser en fait tous ceux qui entreprennent dans nos territoires. Et l'Eureka, c'est d'abord une initiative qui a émergé ici en 2010 par divers fondateurs dont Cédric Francietta. Donc il y a eu l'Eureka Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Londres, Montréal et Bruxelles. Et ce réseau s'appuyait sur nos expatriés qui regardent de loin ce qui se passe sur le territoire mais qui ont envie de participer. Et donc il y a eu vraiment une très bonne dynamique et on a essayé d'injecter cette notion de networking à l'époque ici en Guadeloupe et un peu partout dans les villes que je viens de citer. Je parle de l'Eureka parce qu'on a fait une soirée retrouvailles il y a 2-3 jours et ça s'est vraiment bien passé, il y a vraiment un dynamisme et j'espère que ce réseau va refaire de nouveau des apéros l'Eureka. À côté de ça, c'est un réseau informel que j'ai constitué avec des amis très proches, donc des gens en qui j'ai confiance et qui occupent des postes à haute responsabilité. Par exemple, j'ai un très bon ami de la Martinique qui est l'un des vice-présidents de l'aéroport de Dubaï, donc il a fait son chemin par là. Avec ça. Ouais. Et on a aussi un très bon ami qui est dans une multinationale pharma à Copenhague, il occupe un poste dans la finance, une amie qui travaille pour la Commission européenne au Tchad, etc. Donc en fait, ce sont vraiment des amis proches. Et l'objectif de ce réseau qui est complètement informel, on ne recherche pas de financement, il n'est pas structuré, on échange sur la politique, sur les initiatives qui pourraient être mises en place sur nos différents territoires, parce qu'il y a aussi une personne du Guyana, je suis très contente, qui est à Montréal, qui participe. Et ce qu'on fait pour l'instant, c'est d'accompagner les jeunes qui le souhaitent, c'est-à-dire à un moment donné, quelle orientation professionnelle, quel master ou quelle première année de licence faire. Donc avec leurs parents à côté, on les accompagne par visio. J'ai aussi 2 amis qui sont à la Commission européenne à des postes importants, donc on est là pour leur éviter en fait certains pièges dans le choix de l'orientation. Excellent. Alors avant-dernière question, cette force du réseau justement, c'est quelque chose que vous avez voulu apporter à ces jeunes, c'est parce qu'on ne nous l'a pas assez apprise quand on était plus jeune? Pourtant, moi, j'ai pas cette idée qu'on ne sait pas faire ensemble en Guadeloupe en termes de réseau. Moi, je l'accompagne, j'en suis très fière, avec une éducation ansoise, même si j'ai grandi à Sainte-Anne. Et pour moi, dans ma vision, et je pense que ça explique qui je suis aujourd'hui, j'ai toujours cette vision qu'on construisait nos maisons en coup de main. En coup de main, oui. Avec à 11h, là, exactement. le petit casse-croûte, là, qu'il fallait râper le concombre, etc. Donc, moi, j'ai toujours cette idée de, on met un par un après l'autre en fait, mais on le met ensemble. Et donc cette notion de réseau pour moi, elle existe ici. On veut me faire croire que c'est pas vrai, non. Pour moi, la Guadeloupe est solidaire. Quand on sillonne les campagnes, etc., qu'on sorte des centres un peu trop busy, la Guadeloupe est extrêmement solidaire. Donc pour moi, le réseau, on ne fait que rappeler aux jeunes qu'il peut être professionnel, qu'il peut ouvrir des portes et qu'on peut soi-même partager des choses sans attendre que ce soit la même personne qui nous redonne. Et ça, c'est très important pour moi, le premier point. Deuxième point, cette idée de rendre à la communauté, qui est une idée très américaine et que j'adhère, à laquelle j'adhère absolument. Rendre à la communauté, ça participe à mon bien-être et pour moi, défendre mon territoire, c'est aussi accompagner et aider les jeunes et je le fais dans l'ombre parce que être lobbyiste, c'est être dans l'ombre. Donc on me voit rarement dans la lumière. Donc on est devant les caméras. Que vous soyez avec nous. Justement. Je note d'ailleurs l'éducation ansoise, comme quoi il y a du très bon dans le Nord Grande Terre. J'ai dit bien ça comme ça. D'accord. Alors, justement, avant que nous passions à notre deuxième invité exceptionnel de la première partie, quels conseils auriez-vous pour les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, qui se lancent dans des filières d'excellence et où l'exigence, justement, est une qualité première aussi?
Je crois déjà qu'il faut aimer ce qu'on fait, de ce qu'on étudie, et puis quand on aime ce qu'on étudie, on va au-delà des cours qui sont dispensés, donc on échange avec les autres, on étudie plus le soir, et c'est pas du travail en fait, on aime faire ça. Et c'est aussi essayer d'avoir un maximum d'expérience avant de rentrer dans le monde professionnel. Si j'avais su par exemple, j'aurais participé beaucoup plus à des associations, parce que ça permet là d'être confronté à certains profils de personnes qu'on peut rencontrer après. Il y a des personnalités difficiles au travail. Et quand on a déjà l'expérience en association, en fait, ça facilite après la manière de gérer ce type de conflit au travail. Donc, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Donc, ça, c'est un conseil, c'est d'avoir une culture générale. C'est extrêmement important. On de ne dit lire pas assez énormément. de nos jours. Voilà, oui. de lire le plus possible, de participer à des réseaux, de ne pas se vendre quand on fait du networking. Moi, je ne me vends jamais. J'arrive, je veux d'abord échanger avec l'autre, discuter, voilà, c'est être soi-même, et quel que soit ce qu'on fait, ne pas oublier l'éducation antillaise, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je peux aller n'importe où dans le monde, j'ai le respect des autres et je me respecte moi-même. Donc, très bien. Dans Grande Terre. Excellent, toujours le Nord Grande Terre. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cyrielle. En parlant justement de réseau et de pouvoir se mettre en relation, mesdames, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai exceptionnellement une deuxième invitée en première partie, mercredi, donc après-demain, avec des amis entrepreneurs que vous connaissez, qui me sont très chers, Mylène Colmar, Betty Fosta également, et également une autre amie que nous avons rencontrée dans le monde associatif professionnel. Eh bien, nous avons saisi l'opportunité d'une professionnelle haïtiano-américaine, Jody Tatiana Charles, qui est de passage, et c'est une pointure. Elle a déjà été TEDx speaker, conférencière et chargée de cours, attention, à Harvard, au MIT, ce n'est pas rien. Et cette femme extraordinaire est de passage en Guadeloupe parce qu'elle travaille sur un projet avec Betty Fosta dans le cadre de Blacks in Technology. Donc c'est un conglomérat d'entreprises qui promeut justement l'excellence noire dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et Jody Tatiana Charles nous dit: je viens en Guadeloupe, en Martinique, et je suis prête à rencontrer les entrepreneurs. Et nous, forcément, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben bingo, on va faire une conférence. On va faire une conférence, et c'est pour ça qu'on la reçoit ce soir, pour qu'elle puisse nous parler de son parcours, un parcours très inspirant, et qu'elle nous dise ce à quoi on peut s'attendre lors de cette conférence. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi soir, 17h, à l'université sur le campus de Fouillol. Il n'y a presque plus de passe. Regardez sur les réseaux de Caribbean Boss Lady, mais aussi de la conférence que nous avons intitulée Lead in Talks. Vous pouvez aller voir sur Instagram, sur mes réseaux également. Il y a tous les liens qu'il faut, et nous allons recevoir Jody Tatiana qui est en duplex avec nous par Skype. Elle est déjà en Guadeloupe. Hello. Alors elle parle anglais. On va faire de la traduction un peu en simultané. How are you, Jody? Bon, je vais commencer par dire, je parle français, mais je parle français. Alors, beaucoup de mots, je ne sais pas dire, c'est pourquoi je ne sais pas dire ça en anglais. So, Jody, can you present yourself and tell us a little bit about what you're doing for a living and about your brand in the United States? Alors, Jody, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre activité professionnelle et de l'entreprise que vous avez lancée aux États-Unis? So I am a marketing strategist. So for over 30 years, I have worked in the media. I worked in the media for 10 years. I was the press secretary to the governor of Massachusetts. I help work with entrepreneurs and startups and innovators. So one of the major things that I focus on is the fact that entrepreneurs forget that it's not just the product or the service, it's them. They are the expert. And I loved hearing the fact that people have to take the time to understand their expertise. And when they take the time, they study, they get the degrees, they actually go to mentors, because individuals that are older, that have been doing it for quite some time, they will want to share that knowledge with them so that way they can advance faster. And I think that a lot of individuals focus on the product and the service and not on them as the expert. So I help them with that.
Thank you. I'm going to do a little bit of translation. Donc, Jody nous disait que ça fait 30 ans qu'elle est dans le domaine du marketing et des relations publiques, qu'elle a également travaillé avec le gouverneur du Massachusetts, si j'arrive à bien prononcer. C'est toujours très difficile pour les francophones de prononcer. Mais enfin, vous aurez compris, très haut niveau, et qu'elle accompagne les entrepreneurs justement à se faire voir, à justement optimiser leur présence, et qu'elle leur explique toujours de ne pas toujours se focaliser sur le produit, mais sur la façon de se présenter. C'est exactement ce que Cyrielle nous disait tout à l'heure. So, Jody, you are in Guadeloupe, and I was explaining what we are going to do the day after tomorrow for the conference, Leading Talks. So, what will you be talking about during this conference? The biggest thing for me is, number one, giving back to your community. During the pandemic, we saw that a lot of individuals decide to leave their jobs around the world. It's not just like in the United States, close to 50 million people have left high-paying jobs. So they went to school, they got the degree. 2 years being at home, they realized it's not for me. This is not what I wanted to do with my lifetime. And so you're seeing around the world where people are deciding, I want something so much more for myself to create a legacy. So for me, I'm going to talk about how do you achieve your legacy on your terms, number one. Number two, when you own a business, when you work for a business, when you're thinking about entering a business, what do you need to do to build your expertise? How are you going to engage with your target audience? And especially during the pandemic, people are so very in tuned in regards of who they're going to spend their money with. And so I'm going to bring that together in regards of understanding how important your values are, understanding how to clearly build your legacy, and knowing that you are your competition is no longer the people in your community. Your competition is everyone around the world, because we can work virtually now. I'm in Guadeloupe working. I've been here for a month. I'm close to the end of my month. And I've watched and I've spoken to so many people, and they just want to literally find better ways to live a life. So we're going to be talking about all of that, finding the right job, your target audience, as well as building your legacy. Okay, great. Donc, Jody nous disait que ça fait un mois à peu près qu'elle est en Guadeloupe et qu'aujourd'hui, on peut travailler un peu partout à travers le monde, et donc que les concurrents directs ne sont plus les gens qui sont à côté de vous, mais le monde entier. Et qu'elle va nous expliquer durant cette conférence comment justement reconnaître l'importance de la valeur ajoutée que chacun de nous en tant qu'expert peut avoir, aussi comment bâtir et construire son expertise. On en parle souvent ici, la question de l'expertise. Donc c'est vraiment très intéressant de voir une experte qui a été repérée par Forbes quand même, listée sur la liste Forbes des 1000 à suivre, donc rien que ça. Et surtout, comment c'est important, Cyrielle le disait, le give back, donner en retour à sa communauté. Et elle expliquait justement que pendant la pandémie de Covid-19, beaucoup de personnes ont quitté leur travail parce qu'il n'y avait plus ce sens au niveau de ce qu'ils étaient en train de faire. Et surtout, comment justement laisser un legacy, un héritage. Quelle est l'empreinte que nous allons laisser au niveau de nos communautés? Elle va nous parler de tout ça. So, Jody, we got an appointment for Wednesday afternoon, but in the morning you will be at les Premières de Guadeloupe. Donc le matin, Jody sera pour une conférence de presse dans les locaux des Premières de Guadeloupe, l'incubateur qui est dédié aux femmes entrepreneurs de la Guadeloupe. Et puis on la retrouve le soir à l'université à 17h. Thank you very much, Jody. Where can we find you online and follow you on social media? You could always find me on lcgbrands.com. So lcgbrands.com. It's my website. It has all the information in regards of what I do for my customers and for the small business community and startup community. And for me online, you can Jody Tatiana, at Jody Tatiana, or at LCG Brands. Last question, Jody. I mentioned that you were on my LinkedIn yesterday, that you are an African American. But right away, you corrected me on a private message. You said, no, Haitian American. So how important is for you your Caribbean heritage? Donc, Jody, je disais que Jody, c'était une Afro-Américaine sur LinkedIn. Et tout de suite, elle m'a corrigé. Elle m'a dit, non, attention,
haïtienne-américaine. Et je lui demandais en quoi est-ce si important pour elle son héritage caribéen. My mother came to America when she was 8.5 months pregnant with me. It is important that all my fingers, toes, everything were developed in Haiti. I was born in America. In America, unlike anywhere else in the world, identity is very, very important. And I promote that so much wherever you come from, I don't want to be in a melting pot. I want to be in a salad bowl. I want to see every single object in my salad. In the melting bowl, in the melting pot, everyone is blended in. We cannot have a proper country. We cannot have a proper world if everyone is blended in. The diversity of the individuals that we bring in make this world better. And so for me, being prideful and telling everyone all the wonderful benefits of being Haitian is very important for me. And also the media, as I'm a former media person, you're a media person, we speak poorly because of what we see on TV in other places. And so for me to walk into a room and represent my country is very important to me. So I'm lucky to represent 2 countries. Thank you very much. You do it very, very well. Et donc, Jody nous disait que, en résumé, que la diversité fait de ce monde, eh bien, un meilleur endroit et que c'était très important pour elle de revendiquer cette identité. Et on la remercie beaucoup puisque, en tant que Caribéen, on se sent très, très connecté. Jody, on se voit mercredi. Oui. Et puis, profite bien de la Guadeloupe. Oh, merci, merci, merci. Thank you very much. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous voyez, on a toujours des invités de choix et c'est vrai qu'aujourd'hui particulièrement, je me sens très chanceuse d'avoir toutes ces femmes inspirantes autour de nous. Merci encore, Cyrielle Cuirassier, de nous avoir fait l'honneur de votre présence et j'espère que votre parcours inspirera beaucoup de jeunes Guadeloupéens. Et nous, on se retrouve à la seconde partie avec nos chroniqueuses. À tout à l'heure. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie des experts au féminin avec nos chroniqueuses. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Alors vous êtes notre experte en tendance sur les réseaux sociaux et vous nous avez déniché une jolie pépite aujourd'hui. Ah ouais, clairement on ne pouvait pas passer à côté ce soir. Eh non, non, non. Et là on va parler de... Ah, Kalash. Ah là là, l'homme Kalash. Décidément, la Martinique est bien représentée ce soir sur le plateau. Bon, on n'en dit pas plus. On se parle de ça tout à l'heure. Maëlle, de quoi parle-t-on avec vous ce soir ? Alors, nous allons parler de la vision du lutte par une Guadeloupéenne qui tient une marque de maillot haut de gamme, qui n'est autre que Jackie Saint-Silly. Très bien, ça nous ressemble, ça, comme dit Joël. Et voilà. Encore toujours les mêmes. Alors, Joël, où est-ce qu'on voyage aujourd'hui ? On part justement en Martinique. Je suis très contente parce que j'ai vécu presque 10 ans là-bas. Et là, on part à la rencontre de Rachel, Mes petits bonheurs au soleil, qui sort au magazine Lifestyle après son guide de voyage pour nous inviter à découvrir la destination avec des adresses super sympas. Décidément, cette semaine, la Martinique est plus que charmante. Cindy Bajazé, vous nous avez, vous aussi, déniché une pépite, une étoile, comme vous dites. Avec qui allons-nous discuter et qui allons-nous découvrir ce soir ? Alors, dans le hashtag Femme influente, on a Christy Davagna, la Montinoise, en force. Hein. Oui. Elle a 43 ans. Suivez notre regard. Elle a 43 ans. Elle est à la tête d'une entreprise, un restaurant. Hein. Elle est traiteur événementiel qui s'appelle Choupi Saveur. Oui. Et on va en fait la découvrir tout de suite. Très bien. Bonsoir Christy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis je vous laisse entre la Montinoise pour cette discussion. Bonsoir Christy, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord Christy, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs et surtout nous relater ton beau parcours s'il te plaît? Bonsoir, c'est Christy Lavagna, 43 ans, mère de 4 enfants. Comment vous dire? Je suis à la tête de l'entreprise Choupi Saveur. Ça fait précisément 7 ans. Et ça a démarré suite à une reconversion professionnelle. Au départ, j'étais peintre en bâtiment.
Et je suis passée de peintre bâtiment à un CAP de pâtissier glacier, confiseur, chocolatier. Ensuite, j'ai passé mon BEP hôtellerie-restauration et qu'aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise, Choupi Saveur. Christy, je suis impressionnée par ton parcours. Comment est-ce qu'on fait pour passer de peintre en bâtiment à cette activité de traiteur événementiel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton déclic? La restauration, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire depuis petite, au vu de ma grand-mère, la femme poteau-miton de la famille. C'est d'elle que j'ai tout appris, ainsi que de ma tante, qui était chef sous Saint-François. C'est un métier que j'adore. J'aime, c'est ma passion. J'aime pâtisser, j'aime même malade. Je pâtisse, je cuisine, je m'occupe. C'est une passion pour moi. D'accord. En fait, moi, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur les réseaux. J'ai été sur ton Facebook. Je vois que tu es une femme joviale, souriante. Tu es toujours, en fait, tu as une grande joie de vivre malgré les déconvenus, parce qu'on est passé par une période de Covid assez compliquée pour tout le monde. Et pourtant, toi, tu as su rebondir. Tu as trouvé, en fait, une autre facette de traduire ton activité. Comment ça s'est passé pour toi, cette période de Covid, et comment est-ce que tu as réussi justement à pallier à ça? Puisque j'ai vu qu'il y a un article qui a été fait sur toi où, à l'époque, le maire de Petit-Bourg t'avait rendu visite. Donc, pendant la période Covid, c'est vrai que ça a été assez difficile pour nous, le métier de la bouche. Mais moi, je suis toujours restée en contact avec ma clientèle. Je ne prenais pas de grandes commandes, mais toujours les petits gâteaux, les petits fours, même pour 5 personnes, je faisais. Je suis toujours restée en contact avec eux. Et j'ai eu la visite de M. Losbar, justement. Il faisait le tour des entreprises. Et lui-même a été surpris de voir que malgré la crise Covid, j'ai réussi à maintenir mon activité. Alors, est-ce que c'est pas la touche, Christy, est-ce que c'est pas la touche Choupi Saveur, puisque j'ai eu l'occasion de commander chez toi, t'es exceptionnel. Alors, quand on parle de Christy Davania, quand on parle de Christy, de Choupi Saveur, pardon, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle est ta touche? Quelle est ta personnalité? Qu'est-ce qui fait de toi, en fait, cette personne, et qu'est-ce qui nous donne envie de venir vers toi? Christy Davania, c'est une femme battante. J'ai pas peur de le dire. Quelles que soient les circonstances, je réponds toujours présente. Même quand je suis malade, je suis toujours présente. Imaginez-vous que j'ai mon fils à 7 ans. Je me suis jamais arrêtée de travailler depuis sa naissance. Même pendant que j'étais enceinte, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu d'arrêt, quoi. Je suis toujours en activité. Du lundi au lundi, Choupi Saveur régale ses clients. D'accord, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde sur le plateau, hein. Enceinte ou pas enceinte, on est toujours OP. Alors, quelle est ta plus grande fierté, Christy, par rapport à ton activité? Ma plus grande fierté, c'est de voir que mes deux grandes sont toujours avec moi. Aujourd'hui, j'arrive à maintenir ma mini-entreprise en activité et que je vois que ma clientèle répond toujours présent. N'est-ce pas, Cindy? On l'a grillé là. Je suis une gourmande, Christy, fallait pas le dire. Alors là, tu m'as complètement perturbée. Alors, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient se lancer, que ce soit dans la restauration ou pas, hein? Quel conseil, toi, tu donnerais à une personne qui aujourd'hui douterait, en fait, qui voudrait se lancer, mais qui serait pas sûre et qui aimerait, en fait, être poussée? De ne pas hésiter. Je veux vous raconter une petite anecdote, si je peux. J'ai monté mon entreprise, j'avais pas un centime. J'étais RMiste. Suite à la grève 2009 qu'il y a eu, je me suis retrouvée au chômage, longue durée. Donc, après maintes réflexions, j'ai cherché, j'ai fait des formations, j'ai persévéré, j'ai dit non, je ne peux pas rester à ne rien faire. Un déclic, j'ai vu qu'il y avait une formation de jeunes créateurs d'entreprises, des porteurs de projets. Je me suis inscrite avec le conseil général. Je me suis inscrite, qui fait à ce jour, me voilà. Donc,
même même si on a 1 centime, on n'a rien du tout, il suffit d'avoir un bon projet, un bon projet, comment dire, il suffit d'avoir un bon projet et de persévérer dans ses idées, mettre tout ça à l'écrit et on y va. Mais moi, sans regret. Jusqu'à maintenant, sans regret. C'est vrai qu'on a des périodes difficiles, hein? Je ne vais pas vous cacher. 3 années difficiles pratiquement, mais là, on commence à sortir la tête de l'eau. Merci beaucoup pour cette anecdote, Christy. Je pense qu'elle parlera à plus d'un. On le rappelle, ta société, ton restaurant est à Bagatelle, au Lamentin, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous communiquer tes coordonnées si quelqu'un souhaiterait faire appel à tes services, s'il te plaît? Vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, Instagram, Choupi Saveur sur Insta. Facebook Choupi Saveur aussi, ou sinon au 06 90 15 60 64. C'est mon portable. Donc, vous pouvez me contacter aussi via l'adresse mail choupisaveur@gmail.com. Bien, merci beaucoup, Christy. On retient femme battante, passionnée, lamantinoise. Fière de ça. Merci beaucoup et à très bientôt peut-être pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, Christy. On a vu en coulisses Joël Padralou en train de noter le numéro. Mais en tout cas, merci pour cette découverte. Elle m'a beaucoup touchée, cette femme de Lamentin, authentique. Elle n'a pas caché les difficultés et surtout, elle nous a expliqué un parcours fait de combat et de persévérance. Remettre la valeur travail comme ça au centre, je crois que c'est de plus en plus important après les 2 années difficiles que nous venons de passer et surtout dire que tout est possible malgré tout. Merci encore. Oui. Tout est possible. Merci encore, Cindy. Alors, avant de passer à Maëlle, qui va nous parler de luxe à la guadeloupéenne, je voudrais faire un clin d'œil à votre maman, Cindy. C'est qui ma maman? Elle sera contente avec ça. Oui. Madame Maximine Bajazé-Liliane de Lamentin, qui a beaucoup accompagné des personnes comme Christy à réaliser leurs rêves, à monter leurs projets, les sortir de la difficulté pour leur montrer que ça aussi, c'est encore possible. Donc, vraiment un grand bravo à Liliane Maximine Bajazé, que l'on adore ici aux experts féminins. Pas parce que c'est votre maman. Pas parce que c'est ma maman, mais c'est vrai que c'est une personne humble. Oui. Et ça, je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'aime beaucoup. Et elle prend à cœur les choses. Et quand elle accompagne jusqu'au bout. Et effectivement, elle a eu l'opportunité d'accompagner plus d'un et de faire de ces personnes de belles étoiles comme Christy. Et j'en suis fière. Merci, maman. Quand elle était conseillère départementale, c'était une vie vraiment très, très efficace. Merci pour elle. Alors, Maëlle, ce soir, on va parler de luxe à la guadeloupéenne, c'est cela? Tout à fait. Il me semble important de valoriser ce soir Jackie Saint-Silly, qui est une guadeloupéenne qui effectivement s'est lancée dans une entreprise qui n'est pas si facile que ça, puisqu'on est sur un positionnement particulier, donc de produits de luxe. Et quelle stratégie justement qu'elle a mis en place pour en arriver à là. Donc, je vous propose de découvrir cette invitée qui va justement parler de son parcours professionnel, de son expérience et de son positionnement sur le marché du body de luxe, parce qu'elle n'appelle pas ça maillot. Body. Alors, mais justement, avant de discuter avec elle, moi, ce que j'aimerais quand même comprendre, Maëlle, avec votre analyse fine d'experte, comment est-ce qu'on parvient encore à parler de luxe, surtout avec ce côté guadeloupéen, alors que on est en train d'essayer de sortir d'une crise? Est-ce qu'il y a véritablement un public sensible à cela? Oui, tout à fait, puisque effectivement, on a une vision très précise sur la précarité en Guadeloupe, mais il faut savoir que le département, il est multiple. Donc, il y a effectivement cette précarité qu'on essaye
de réduire, mais il y a aussi des personnes qui ont du pouvoir d'achat et qui donc peuvent investir sur des produits comme celui-ci. N'oublions pas que nous avons une dépendance qui est bien connue pour ça, Saint-Barth. Alors, il ne faut pas leur dire ça, parce qu'ils sont plus communes de la Guadeloupe, ni dépendance depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on va dire de façon politiquement correcte, on a des liens avec Saint-Barth. Voilà, des liens toujours avec Saint-Barth, puisque effectivement, ils font partie de l'archipel guadeloupéen, pour être plus exact. Et donc, effectivement, ils accueillent des publics de voyageurs, notamment américains. Et donc, une créatrice telle que Jackie Saint-Silly a toute sa place, notamment sur ce territoire. Très bien. On va donc recevoir Jackie Saint-Silly. Bonsoir, Jackie Saint-Silly. Bonsoir. Avec le style, on est tout de suite dans le contexte avec le look. Merci d'être avec nous, avec aux experts au féminin. Bonsoir Jackie, je suis très honorée de ta présence sur le plateau des experts au féminin, d'autant plus que tu es de passage en Guadeloupe. Alors justement, j'aimerais que tu puisses te présenter aux téléspectateurs et puis nous reviendrons sur quelques petites questions très précises que j'ai pour toi. Ok. Alors, je me présente, je suis donc Jackie Saint-Silly, je suis créatrice de la jeune marque de luxe pour la plage Oui Paris. Donc, c'est la contraction de West Indies, en fait, qui représente un peu un voyage donc, des West Indies jusqu'à Paris, un mélange en fait de deux cultures, notamment la culture caribéenne, donc colorée, tropicale, exotique, et la culture un peu minimaliste, du luxe, mais en même temps un peu féerique des grandes villes, en fait, de la grande capitale qu'est Paris. Donc la ville lumière. Et du coup, j'ai fait une contraction un peu de ces deux cultures dans une marque de maillots de bain. Une marque de maillots de bain de luxe, comme je l'ai précisé, parce que ce sont des produits qui sont de très bonne qualité, de très haute qualité, avec des matériaux particuliers, faits dans une usine spécialisée dans la lingerie de luxe. Et en gros, le mélange de tout ça pour la femme. Parce que j'ai voulu absolument travailler sur la confiance, en fait, que les femmes aujourd'hui, vu qu'il y a énormément de problèmes sociétaux au niveau de la femme, au niveau de la place de la femme dans la société, je voulais absolument me concentrer d'abord sur les femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé d'abord une marque pour les femmes, qui peut-être plus tard s'étendra sur la famille en général. Voilà. Super. Alors, Oui Paris, effectivement, existe aujourd'hui depuis quelques années. Alors, j'aimerais savoir pourquoi cette jeune Guadeloupéenne que vous êtes positionnée sur ce secteur qui est très spécifique, donc pour les termes que je sais que vous employez de body de bain. Pourquoi vous positionnez sur ce créneau et d'autant plus sur ce créneau de luxe? Alors, dans un premier temps, j'ai choisi le body de bain parce qu'à la base, ça devait être une marque de lingerie et plus de body. Et par la suite, en fait, je me suis dit, mais je viens des îles et mon dressing compte franchement une 50aine de maillots de bain. Donc, pourquoi pas en fait m'étendre sur un produit que j'ai l'habitude d'utiliser clairement et que je connais en fait, que je connais par cœur. Donc ça, voilà pour la réponse pour le body de bain. Et pour le luxe, alors j'ai étudié dans la mode. Et en gros, je me devais de créer une marque éthique. Donc une marque qui transmet des valeurs profondes, notamment celle des salariés qui travaillent pour les entreprises en général de confection, parce qu'on connaît cette problématique des personnes qui sont complètement sous-payées dans les pays sous-développés. Et je voulais absolument pas faire partie de ces créateurs qui font appel à ce genre d'usine. Donc j'avais vraiment, ça me tenait à cœur de pouvoir faire fabriquer mes produits dans des usines qui respectaient les conditions de travail de leurs salariés, et donc des usines dans lesquelles je pouvais me rendre, ou en tout cas avoir un contact assez proche avec les personnes qui géraient ce genre d'atelier. D'où le Made in France et le Made in Île Maurice. Je n'ai pas encore été, mais par contre, le contact que j'ai en Île Maurice, c'est quelqu'un de France qui a créé son usine là-bas et avec qui je fais le tour de l'entreprise à chaque fois qu'on doit travailler ensemble. On appelle visio, etc., faire les essayages. Pareil pour la confection, qui m'envoie des vidéos également
la façon dont sont consommés les produits et de tout le sourcing en fait, qui est effectué tout au long de la production. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce créneau de luxe, parce que pour pouvoir payer ces artisans, il faut qu'ils soient payés à la hauteur du travail, à la hauteur des heures effectuées et de la qualité aussi du travail effectué. Et ça, c'était important pour moi. Voilà. C'est un positionnement qui est noble et qui en plus permet justement de répondre à des normes éco-responsables. Il me semble qu'il est d'autant plus important que les entreprises se tournent beaucoup plus vers ces paramètres qui constituent aussi un gage de confiance pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, Oui Paris, en gros, combien de gammes vous avez, combien de modèles et comment justement vous êtes en contact avec votre clientèle? Alors, il faut savoir que c'est une très jeune marque, une très petite marque pour le moment, une petite entreprise également. Donc, on fait appel à des sous-traitants, comme je l'ai dit, donc d'autres usines, des petits ateliers. Je dis usines parce qu'en général, comme on a des machines usinières, on est censé appeler usines, mais ce sont de tout petits ateliers qui ont en général une trentaine de personnes. Donc, voilà. Donc, la marque Oui Paris est composée donc d'une gamme phare de maillots de bain, tout premièrement, donc maillot et body de bain. Autour de cette gamme, comme moi, j'ai travaillé aussi dans le bijou fantasy, donc j'ai choisi de créer une sélection d'accessoires pour accompagner les collections de maillots de bain. On n'a pas énormément de produits au niveau des maillots de bain, on a une douzaine de maillots de bain pour le moment, des 2 pièces et des 1 pièce. Et ensuite, au niveau des accessoires, on est sur du moyen de gamme et haut de gamme, parce que ce sont des produits que je fabrique moi, à partir de sélections que je fais effectivement chez nos fournisseurs au niveau des matières premières. Et ensuite, je fais aussi des collaborations avec d'autres créateurs, parce que ça aussi, c'était une valeur que j'avais envie de transmettre. Donc, tout ce qui est en fait partage de savoir-faire, partage de culture, parce que j'ai été donc dans un atelier en Grèce pour pouvoir créer une collection de bijoux en Swarovski, où elle créait son Swarovski, elle était labellisée avec Swarovski, elle créait ses coloris, elle créait ses matériaux. Donc, c'est l'échange en fait culturel, tant culturel qu'artistique, était vraiment hyper enrichissant et j'avais envie de partager ça donc à ma clientèle et puis à tout le monde en vrai. Voilà, ce qui a fait donc ma clientèle. Et enfin, pour le moment, donc on est plus sur des événements éphémères, donc dans des hôtels ou en showroom. Maintenant, j'ai un petit showroom sur la Guadeloupe, mais sinon dans des boutiques également, donc d'accessoires et de prêt-à-porter. La clientèle qu'on a, c'est une clientèle qui, voilà, soit va venir s'intéresser donc à des produits hyper artistiques, parce qu'il faut le dire, ce sont parfois des pièces uniques, d'autres fois des pièces en quantité complètement limitée, puisqu'il n'y a pas possibilité dans le luxe de faire des quantités astronomique quand on veut vraiment un travail de très 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 haute qualité, et notamment par rapport aux matières premières et puis pour les coûts aussi. Et donc, ce sera une clientèle qui est très avertie tant artistiquement parlant que qualitativement parlant, qui va rechercher vraiment quelque chose de rare, quelque chose d'original et quelque chose de très personnalisé quelque part, qui représentera vraiment un état d'esprit. L'état d'esprit de justement l'exotisme, la féerie, la lumière, la liberté, voilà, s'assumer soi, quoi. Voilà. Passionnant. Alors, toute dernière question, avant qu'on puisse se quitter. Si vous pouviez résumer succinctement comment vous percevez la femme qui porte Oui Paris en 3 mots. 3 mots. Le premier, c'est liberté. La liberté dans tout, hein, d'être soi, la liberté de s'exprimer, la liberté je sais même pas comment le dire. Le second, j'aurais tendance à dire exotisme, parce que c'est hyper important pour moi, cette culture tropicale, exotique ou tropicale, c'est un peu le même mot, hein, on dira, parce que c'est hyper important pour moi, toutes ces couleurs. On vient de la Guadeloupe, enfin je viens de la Guadeloupe, et c'était super important de propager cet esprit de carnaval, de couleurs, de fruits, de jungle, donc exotisme, vraiment. Et le dernier, féminité.
c'est la même chose un peu que femme, mais féminité pour assumer la sensualité du corps de la femme, qui n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on vulgarise. Le corps de la femme est énormément vulgarisé, énormément, je trouve, souvent posté sous cette forme de sexy, mais un sexy qui dérange. Et là, je voulais vraiment créer quelque chose de sexy, mais d'élégant. Voilà. Parce que le corps de la femme, c'est quand même hyper élégant, hyper beau, hyper chic. Donc j'avais envie vraiment de montrer cette facette-là. Et c'est le mot féminité, pour moi, c'est ce que ça représente. Ce pouvoir qu'on a, nous, les femmes. Voilà. Nous te remercions beaucoup sur le plateau des Expertes féminins parce que je peux te dire que mes collaboratrices sont émerveillées par ta présentation et je pense que Oui Paris fera un fort succès pour cet été. Justement, comment peut-on te retrouver, tes réseaux sociaux, comment te contacter pour finir? Alors du coup, sur le réseau social Instagram où je suis la plus active, parce que pour le moment, je fais beaucoup de choses toute seule. Donc c'est Oui Paris Swimwear, donc entièrement attaché, WI surtout, et Swimwear, maillot de bain en anglais. La page Facebook également. Le site internet oui-paris.com. Et voilà, et donc on a un showroom en Guadeloupe à Moudon Sud. Si vous envoyez des messages sur Instagram, je réponds assez rapidement. Je vous donne l'adresse aussi pour toutes les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous. Et il y aura un événement éphémère. On pourra nous retrouver également chez Topaz en fin du mois pour la fête des mères, donc le 27 et 28. Vous pourrez retrouver toute la collection d'accessoires, quelques pièces de maillot de bain. Possibilité d'essayer, de découvrir la marque, de toucher, c'est super important, de toucher les produits pour pouvoir se rendre compte en fait des matériaux. Et voilà. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt, Jackie Saint-Cylie. Et merci encore une fois pour cette magnifique présentation de cette marque. Merci beaucoup, Jackie Saint-Cylie. À très bientôt. Et je peux déjà vous dire rendez-vous sur la plage de Port-Louis, le Souffleur, où vous pourrez voir Amanda, en Oui Paris, parce que pendant toute la présentation, on entendait des ah oui. Ça me parlait beaucoup. Mais oui, mais en tout cas, on aime beaucoup la démarche et le côté sexy mais élégant à suivre avec ce côté chic. Bien évidemment, nous suivrons Jackie Saint-Cylie et son évolution. Je tiens juste à préciser avant de remettre le micro à mes collaboratrices qu'effectivement, elle a aussi pensé à étendre la marque pour les grandes tailles. Donc aujourd'hui, Oui Paris propose un très large panel justement de taille pour pouvoir habiller également les femmes pulpeuses. D'accord, donc moi aussi je pourrais aller sur la plage de Port-Louis. Très bien. Alors Joël, on voyage au niveau de notre environnement proche. On va direction l'île Sœur avec vous. Je sais que nous avons de nombreux téléspectateurs sur l'île Sœur et j'ai tenu ce soir à inviter Rachel, la blogueuse de Mes Petits Bonheurs au Soleil. Super. C'est une femme que j'adore. On s'est rencontrés il y a quelques années là-bas. Parce que quand je vivais à Paris, je faisais des allers-retours entre ici et là-bas, ma deuxième maison, entre guillemets, où j'ai gardé des amis pour la vie, en fait. Et Rachel, c'est une femme passionnante. Elle est pétillante, elle a beaucoup d'humour, un ton décalé. Et après avoir sorti son guide de voyage, Je peux pas, je vais Martinique, elle sort son magazine Lifestyle. Donc je voulais qu'elle nous en parle ce soir. Très bien. Bonsoir Rachel, vous êtes en direct avec nous depuis la Martinique. Ravie de vous avoir sur le plateau des Experts au féminin. Ravie aussi, merci pour l'invitation. Alors on a un petit décalage. Oui, mais c'est pas bien grave, ça va se caler. Alors, Rachel, pouvez-vous nous dire un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre univers, qu'est-ce que vous partagez sur les réseaux avec Mes Petits Bonheurs au Soleil? Alors, je partage ma vie en Martinique, mes randonnées, mes coups de cœur, des fois c'est vrai, des posts un peu décalés, humoristiques. J'essaye d'apporter un peu de joie et de sourire à tous ceux qui me suivent. Donc, ce sont des randonnées, ce sont un peu des recettes aussi. J'aime beaucoup tout ce qui touche la cuisine, donc j'essaye d'être assez variée. Voilà.
Alors, parlez-nous un petit peu de votre nouveau bébé. Donc, je disais, il y a quelques temps, vous avez sorti un guide de voyage, Je peux pager Martinique. Là, c'est le magazine qui arrive. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos pages en termes de rubriques, de thématiques? Alors, le magazine, j'ai voulu qu'il soit beaucoup plus dense au niveau des dossiers, c'est-à-dire que le premier ouvrage présentait un peu mes best-of, mes coups de cœur. Donc, il y avait vraiment plusieurs propositions et cette fois-ci, j'ai voulu être vraiment plus proche des gens, présenter des personnes qui promeuvent la destination Martinique, qui travaillent le terroir, des gens authentiques. Donc, je suis allée les rencontrer, je les ai interviewés et puis j'ai fait les photos. Et je présente aussi quelques randonnées, quelques lieux où séjourner, des restaurants coup de cœur. C'est très décalé, c'est humoristique. Je parle à la première personne, enfin je tutoie tout le long en fait. C'est comme si je m'adresse à toi directement. Et puis il y a des petits jeux, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des recettes de cuisine, il y a des découvertes, proposer aussi des excursions pour le week-end, des idées à faire. Et il y a aussi quelques petits encarts qui ramènent à des vidéos YouTube pour vivre ce que je présente différemment en fait. Voilà. Par exemple, j'ai un dossier sur comment fabriquer son huile de coco soi-même. Je suis allée rencontrer des gens qui partagent comme ça. C'est une association qui partage le terroir pour retrouver comment fabriquer de la farine de fruits à pain, ce genre de choses. Et donc j'ai filmé et j'ai photographié. Et on peut retrouver la vidéo grâce à un QR code. Donc c'est ludique, c'est interactif. C'est parfois un peu, ça part un peu dans tous les sens aussi, donc ça me représente. Voilà. Et le tout avec une très belle esthétique, peut-être pas mentionné par humilité, mais je tenais à le signaler, c'est vraiment très agréable à regarder. Alors, on continue. J'aimerais savoir, quel est votre dernier coup de cœur sur la destination? Parce qu'on est nombreuses ici à aimer les voyages. La pandémie nous a un petit peu ralenti. Moi, je compte... j'allais dire rentrer. Je compte partir bientôt en Martinique pour retrouver quelques amis. Je sais que vous êtes toujours à l'affût de belles expériences, de jolies rencontres, de belles adresses. Faites-nous un petit peu rêver. Oula, des coups de cœur, mais je pense qu'à chaque fois que je vais dans un lieu que je connais, je le découvre différemment et c'est ça qui est magique avec la Martinique. Là, sur la première édition du magazine, je présente Grand Rivière, que j'aime, qui est extraordinaire, ne serait-ce que rien que pour aller, la route est magique. Et on arrive vraiment dans une commune qui est excentrée avec des gens qui sont souriants, qui sont aimables, on se sent chez soi. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai vraiment à chaque fois une autre sensation. Ça dépend aussi de la lumière. Bon, comme je suis un peu photographe, même beaucoup photographe, je suis sensible à ça. Et je pense que la Martinique est tellement riche qu'il faut l'explorer de long en large. Alors un coup de cœur pour Grand Rivière, un coup de cœur pour la savane des pétrifications, parce que c'est pareil, c'est extraordinaire de découvrir un paysage comme ça, un peu désertique, et puis s'enfoncer dans une forêt tropicale. Alors il y a plusieurs endroits, et on n'est pas obligé d'être un super randonneur aguerri pour découvrir toutes ces choses. Et après, il y a beaucoup de choses que le confinement a permis de mettre en place. Il y a beaucoup plus d'initiatives. Donc au niveau restauration, on a beaucoup plus de découvertes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et je suis très satisfaite en fait. Finalement, c'était un mal pour un bien. Il y en a qui ont su rebondir et nous proposer des très très beaux concepts. Je présente notamment Ludotantique qui fait partie de Valorisation Martinique. Et c'est pareil, c'est que du bénévolat. C'est pour pouvoir présenter des posts Instagrammables, entre guillemets, pour montrer la Martinique différemment. Donc c'est une balançoire, c'est un cœur au carbet devant le coucher du soleil. Enfin voilà. Et ça, je trouve ça génial. Ce sont des jeunes qui s'investissent aussi de la même manière pour valoriser cette magnifique île. Et je l'aime entièrement en fait, je ne peux pas être précise, il faut y aller, il faut explorer, et il faut surtout aller à la rencontre des gens parce que justement, ils sont totalement ouverts. C'est-à-dire que quand on leur demande de parler de leur passion, mais ils parlent avec un cœur ouvert et je peux les photographier, ils se livrent et c'est magique. Donc c'est ce que j'ai essayé de retransmettre aussi. Et c'était une demande des gens, parce qu'en fait, dans la première édition, c'est vrai que je mets beaucoup ma famille, je mets mes enfants en photo, et beaucoup de personnes m'ont dit, mais on voit enfin des gens dans un guide touristique. En général, on montre une plage, un lieu sans personne. Et là, du coup, d'avoir des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié. Et donc, j'ai poussé vraiment encore plus près cette approche dans cette édition magazine. Vraiment des rencontres. La passion communicative. C'est ça.
Avant de se quitter, j'aimerais savoir à quel rythme avez-vous prévu de publier ce magazine? J'aimerais arriver à en faire 2 par an. Donc là, il faut déjà que je travaille sur le prochain. J'ai déjà plein d'idées, mais comme j'ai des vies très, très remplies, je dis en plus, j'ai des vies, tu vois, j'imagine. J'ai plusieurs vies en une journée. Donc, j'essaye de sortir le prochain dans 6 mois. Voilà, c'est mon objectif, donc avant la fin de l'année. On a hâte. Alors déjà, merci infiniment Rachel d'avoir accepté mon invitation sur ce plateau. J'ai entendu les copines autour du plateau qui ont pris des notes et tout. Ah mais oui, j'ai noté Grand-Rivière particulièrement. J'adore particulièrement le Carbet en Martinique. La semaine prochaine, je vais à la conférence ministérielle des RUP. Je ferai en sorte d'aller à Grand-Rivière voir un petit peu. Je pense que ça me fera du bien. Je vous enverrai des photos. Juste avant de se quitter, je tenais à faire un petit coucou à mes amis en Martinique. Ça me fera plaisir et il me manque. Je pense à Laurent, je pense à Régine, à Olivier, à Laure. Sincèrement, à très vite. À très très vite. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à Jonathan et à Jocelyn de la Martinique qui sont des personnes qui nous suivent régulièrement depuis Marigot et Didier. Voilà, je n'ai pas prononcé la martiniquaise, mais en tout cas qui sont des téléspectateurs très fidèles. Et d'ailleurs, je salue aussi le travail de Mario Mouradel et de toute l'équipe qui nous permettent d'être vus partout, parce qu'il n'y a pas longtemps encore à Saint-Martin, on me disait « Oh, it's the woman from the TV », c'est la dame de la télé, et j'étais très étonnée. Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir, on a hâte de vous retrouver, pourquoi pas pour des éditions spéciales. Alors, maintenant, on reste encore en Martinique, mais Martinique sur New York, sur Times Square, Amanda. Et là, vous allez nous parler de Kalash. Et oui, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Comment rater ça? C'est une actualité qu'on ne peut pas passer à côté. Mais Kalash était sur Times Square. Voilà. Donc oui, c'était une collaboration avec Spotify, puisqu'on rappelle que Kalash a beaucoup bataillé pour que Spotify passe aux Antilles, puisque je suppose qu'il y a eu des gens, pendant le confinement notamment, ont pu remarquer que Spotify ne passait pas réellement... Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Spotify, c'est quoi? Alors, Spotify, c'est une plateforme où on peut écouter de la musique librement et légalement surtout. Voilà, du streaming légal. Et les artistes sont rémunérés. Tout à fait, tout à fait. Oui, Cindy ne connaissait pas. Et avant, donc, vous nous disiez, Amanda, qu'on ne pouvait pas accéder, en tout cas pas légalement, à Spotify depuis la Caraïbe française. C'est ça. Donc du coup, Kalash a beaucoup bataillé pour que Spotify soit écouté en fait dans la Caraïbe, puisqu'il est inconcevable d'avoir ses albums en tant qu'antillais sur Spotify et qu'on ne puisse pas écouter depuis la Caraïbe. Donc il a beaucoup bataillé pour ça. Alors que le plus gros de son public se trouve dans la Caraïbe française. Tout à fait. Donc au final, c'était de la monétisation en moins pour lui. Parce que quand on écoute un album sur Spotify, l'artiste est rémunéré. Tout à fait. D'accord. Donc voilà, mais je tiens à préciser quand même que c'est le deuxième artiste antillais qui a été vu sur Times Square. Alors il y a eu Meryl il y a 1 an justement, qui était sur Times Square avec Spotify toujours, mais avec... C'est un programme spécial. C'est un programme spécial pour les femmes qui s'appelle Equal en fait, et qui vise à mettre en valeur les rappeurs et les rappeuses en fait dans ce milieu-là. Très bien. Donc voilà, on ne pouvait pas passer à côté. Alors, pourquoi tout ce truc autour de Times Square? Pour celles et ceux qui ne sont pas comme Joël, toujours à New York, Times Square, c'est quoi exactement? Alors, Times Square, c'est l'endroit où on peut être vu, et c'est l'endroit où beaucoup de stars internationales qu'on pouvait voir, pardon, je ne sais pas comment dire ça. Ils sont affichés. C'est des millions de touristes, Joël, c'est ça, par jour? Ah oui, c'est grandiose. Ouais. Donc voilà, c'était pas rien de parler de ça. On ne pouvait pas passer à côté de Kalash qui était sur Times Square. Très bien. Mais en tout cas, on salue justement cette percée de Kalash et on salue aussi cette entreprise qui est menée en couple. En couple, oui, c'est ça. Depuis Mwakamoun, depuis son album Mwakamoun et puis d'autres entreprises qu'il a à côté. Donc ça nous montre très clairement qu'on peut réussir en couple, puisque là, on vise l'international.
Donc franchement, ouais. Et c'est juste à côté. En tout cas, je ne rêve que d'une chose, c'est d'aller à Times Square me prendre en photo devant cette belle affiche de Kalash. Merci beaucoup, Amanda, pour cette découverte. Et puis, donc c'est Tombolo, l'album de Kalash. Oui, le dernier album de Kalash, c'est Tombolo, qu'on peut écouter légalement sur Spotify. Très bien. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. On a été un peu longue aujourd'hui, mais le programme était dense avec des invités exceptionnels. Et on vous rappelle cette conférence Lead in Talk mercredi après-demain, donc le 11 mai à 17h. C'est une conférence gratuite au campus de Fouilleul avec Jody Tatiana Charles qui va nous parler du marketing au service du leadership et de l'excellence. Voilà de quoi être inspiré pour des jours et des jours. On se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.